pas à 140%, mais à 200 000%, parce que je sais que 60%, et tu vois même que les chiffres ont augmenté, 60% des gens dans le monde rêvent d'intuiter, d'écrire un livre. Et aujourd'hui, ladies and gentlemen, je suis très heureux de pouvoir accueillir Emmanuel Soulard sous une pluie d'applaudissements. Bonjour tout le monde. Ah, pardon, excuse-moi, je vais couper. Emmanuel, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien, je ne sais pas si toi tu m'entends en tout cas. Merveilleusement bien. Merci pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être là pour vous aider, pour faciliter votre vie aujourd'hui. Voilà, Emmanuel va t'aider à écrire sur les livres forcément. Elle va t'aider à diffuser ton livre, ton roman, ton œuvre, tout ce que tu as fait pour ton action. Même si tu as un autre identité de roman, elle va t'aider dans cette interview pendant environ 30 minutes et une demi-heure. Et maintenant, elle va donner les clés pour écrire, pour les faire ta raison. Parce que c'est ça d'abord que Emmanuel, elle a co-créé avec Laurent Fenot, qui est un expert du web, je ne connais pas, c'est un expert du web, elle a créé une formation pour l'âme qui s'appelle Business de l'Homme. Absolument. Et qui a aussi écrit une formation qui s'appelle, je te laisse dire, Écrire un livre accrocheur. Je... Ouais. Bienvenue dans le Lorraine de Show avec Emmanuel Soulard. Et comme d'habitude avec les invités, Emmanuel, tu vas répondre à des questions que je dis, puis aussi, avant de dire, jouer à la boulette aux questions. Tu vas te donner un numéro, et puis ça va tomber sur une question au hasard. Ça peut être des questions à tout, ça peut être des questions d'experts. Ça, il y a de tout. Voilà, t'as une réforme qui est passée, on peut dire auteur, re-auteur, enfin voilà. Ça dépend de... Enfin voilà, chacun fait un peu ce qu'on veut en fait. Oui, voilà. Ça marche aussi. Donc, des questions à con, des questions d'experts, des questions d'état d'esprit, et puis des questions d'histoire. Parfait. Ouais. Donc, est-ce que tu es prêt? Alors, il y a un truc qui est très important, c'est qu'elle a déjà aidé une personne qui nous a écrit récemment pour valider son projet, et elle avait depuis l'âge de 12 ans envie d'écrire. Et ça s'appelle Fiona. Et je lui ai présenté ça dans un show, c'est que moi, je fais des chemins pour lui arriver, mais surtout, tout le réseau d'experts, d'amis, de partenaires, Emmanuel a fait partie, et Fiona, elle a commencé la formation d'Emmanuel, et elle se régale, et tu vas voir, dans le Lorraine de Show, une interview avec Emmanuel et Fiona, et justement, tu vas comprendre pourquoi Emmanuel, c'est une artiste, en fait, Emmanuel, avant de te poser des questions, si tu pouvais te présenter en quelques lignes, qui es-tu, Emmanuel Soulard? Exactement, parce que tu n'es pas simplement un écrivain, un auteur, tu es aussi une auteure, une ingénieure. Alors, pas tout à fait. En fait, pour te dire exactement ce que je fais dans cette formation sur écrire un livre accrocheur, l'objectif, c'est redonner de la valeur aux auteurs pour qu'ils ne se lancent plus dans des écrivains. Voilà. Ça, c'est vraiment l'objectif fondamental. Après, effectivement, d'où je viens, qui je suis, ça peut être un peu long. Je suis pas ingénieure à la base. J'ai une thèse en thérapie génique et imagerie médicale interventionnelle. J'ai travaillé à l'Institute of Cancer Research de Londres, donc le plus gros institut de recherche sur le cancer. J'ai également un MBA en intelligence économique. J'ai fait énormément de choses dans ma vie et j'ai surtout beaucoup galéré sur des petits jobs dans lesquels je ne m'épanouissais pas.
pour des raisons personnelles, j'étais obligée de quitter la recherche. Et puis, il s'est avéré que après des années de galère, j'ai justement croisé la route de Laurent Chenot et il disait dans une de ses vidéos, on a tous en nous un trésor caché et il n'appartient qu'à nous de lui donner vie. Et je me suis posé la question de quel était ce trésor pour moi. Alors j'avais plein d'activités en dehors du travail parce que je m'ennuyais beaucoup dans mon travail. Et je me suis réintéressée à quelque chose que j'avais abandonné parce que mes parents m'avaient dit tu gagneras jamais ta vie avec ça. C'était l'écriture de romans. J'avais 4 romans dans les tiroirs. Quand ça, je me suis intéressée à ça, j'avais plus de 35 ans. D'accord. Absolument, ouais. J'étais même appelée à être fonctionnaire, si tu veux. J'ai beaucoup tourné autour de l'administration française et dans des jobs de fonctionnaire. Et ça a été un peu plus long que ça, en fait. Je me suis réintéressée à l'écriture, mais quand j'étais gamine, j'écrivais, je prenais un stylo, un papier, un crayon et un cahier, et puis je me lançais. Et j'étais toujours bloquée par la page blanche. Quand je me suis réintéressée à l'écriture, j'avais passé énormément de diplômes dans plein de domaines différents et j'avais compris qu'il faut apprendre les choses. Et il faut travailler avec les meilleurs experts. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai bossé avec des scénaristes et puis je suis tombée amoureuse du pouvoir des histoires. Leur pouvoir sur la psychologie cognitive, le processus de pensée. Pourquoi est-ce que les histoires sont aussi efficaces pour transmettre une information? Pourquoi est-ce qu'elles sont aussi accrocheuses? Donc, j'ai travaillé sur tout ce qui sont les structures scénaristiques que l'on utilise et que Hollywood utilise à l'heure actuelle. Mais je suis allée beaucoup plus loin avec mon passé de chercheur. Je suis allée chercher les informations dans la bibliographie scientifique pour aller voir pourquoi les structures de pensée font qu'on est perméable aux histoires, que c'est même au-delà de ça, c'est notre processus de pensée et de mémorisation qui fonctionne avec des histoires. On a trop d'informations autour de nous, notre cerveau crée des histoires pour les mémoriser et pour les classer. Donc, à partir du moment où on apprend ça, on apprend très rapidement à écrire un livre très vite. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai écrit mon premier roman, j'ai appliqué ça. 48 heures. C'est ça. 48 heures après. Alors, c'était à la base, c'était une romance pour les ados avec des dragons. C'est des trucs qui me plaisaient, voilà. Donc, je me suis lancée dans une romance. Et je l'ai envoyé le manuscrit. 48 heures plus tard, j'avais un contrat d'édition, non pas pour celui-là, mais pour les 2 suivants. Donc, quand on apprend les techniques, c'est très facile après de trouver un contrat d'édition. Et mon éditeur, après avoir édité le premier, m'a dit, bon, ben maintenant... Oui. Ouais. Ouais. Et donc, mon éditeur est revenu vers moi, il m'a dit, bon, mais maintenant, il faut que tu fasses la promotion de ton livre. Et moi, je lui ai dit, non, ça va pas ou quoi? Moi, je suis auteur, j'écris, et c'est vous qui faites la promotion. Ils m'ont dit, pas du tout. L'éditeur ne s'occupe que très rarement de la promotion des livres. Ça peut arriver dans les très grandes maisons d'édition pour ce qu'on appelle les blockbusters, les très grands auteurs qui vendent déjà des millions de livres. Mais les petits, jamais. Donc, du coup, j'ai commencé à apprendre. Ouais. Ouais. Que nenni, que nenni. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, pas tout. L'État aussi maintenant, parce que la loi a changé depuis le 1er janvier. Donc maintenant, on paie des droits d'auteur à l'URSSAF. Donc l'État aussi prend. Avant, c'était la GSA, c'était très restreint, une dizaine de pourcents. Terminé, ils ont viré la GSA et maintenant c'est l'URSSAF. Donc là aussi, c'est ça. Donc les droits d'auteur, mais c'est justement pour ça, justement, que je veux redonner de la valeur aux auteurs et que je trouve totalement insupportable que des gens passent des mois à écrire des livres pour les vendre 99 centimes. C'est pas de la reconnaissance, c'est pas beau parce que c'est un gros travail d'écrire un bouquin. Donc ouais.
Absolument. Absolument, ouais. C'est parce qu'après, effectivement, comme mon éditeur m'a dit, bah, il faut apprendre le marketing en ligne. Donc, du coup, je suis allée apprendre le marketing en ligne auprès des meilleurs experts, parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et j'ai fait un petit break sur l'écriture pendant quelques années, le temps de justement apprendre toutes les techniques. Et c'est là, en fait, où ça a été très, très rigolo. C'est qu'en fait, pourquoi j'ai fait ce petit break et ce petit passage par le marketing, c'est qu'en fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça et je me suis rendu compte que moi, toutes les stratégies que j'avais apprises sur le déclenchement des émotions, sur le déclenchement de l'action, pour moi, mon objectif, c'était qu'avoir un lecteur qui tourne les pages les unes après les autres. Je me suis rendu compte que les marketeurs, c'est exactement ce qu'ils font, à part qu'eux, ils attendent des clics. Et des clics, et puis sortir sa carte bleue à la fin. Et c'est rigolo parce que ce qu'ils faisaient, eux, de façon très intuitive, disons, sur le terrain, ils faisaient des tests et ils se rendaient compte qu'il y a ça qui marche, donc je prends ça, etc. Moi, avec toutes les études que j'avais faites, je savais pourquoi ça marchait et pourquoi certaines choses ne marcheraient jamais. Donc, en fait, j'avais, on va dire, un avantage parce que j'étais allée chercher au niveau scientifique ce qui fonctionne le mieux. Et après, effectivement, donc j'en ai parlé à Laurent Chenot, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler le marketing ensemble. Il m'a fait faire un test, il m'a mis sur la sellette en disant, tu dis ça, on va te faire un test et on va voir. J'ai fait plusieurs dizaines de milliers d'euros de vente en 2 heures, le premier test que j'ai fait. Après, ça a été exponentiel. On a fait plusieurs lancements ensemble. Et depuis, on travaille toujours ensemble d'ailleurs sur le marketing. Et effectivement, j'ai une approche qui est très, très particulière parce qu'elle est très liée à l'émotionnel. Et donc, c'est ça. Absolument. Il y en a trois. Il y en a trois. Il y en a trois. Alors, le premier blocage en général, c'est que les gens disent j'ai envie d'écrire un livre, mais j'ai pas de talent. Je suis pas Victor Hugo. Et là, en général, le talent, oui, c'est ça, exactement. J'y arriverai jamais, je pourrai jamais y arriver. C'est vraiment le syndrome de l'imposteur qui fait que jamais j'arriverai à écrire un livre. Et ça, en général, lorsque les gens m'évoquent ça, je leur dis, et c'est tout à fait vrai, c'est qu'il faut pas comparer l'écriture à un talent inné qui tombe du ciel. Il n'y a aucun domaine dans le monde qui fonctionne comme ça. Regardez la musique, regardez, je sais pas moi, la chirurgie cardiaque. Les gens se forment pendant des années avant de devenir experts de quelque chose. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'en prenant un papier, un crayon, vous allez d'un trait de plume sortir un best-seller? C'est pas possible. Donc ça demande un apprentissage et ça demande aussi de se confronter à son syndrome de l'imposteur et se dire ben voilà, c'est ma première œuvre, elle a des qualités, elle a des défauts, mais je vais continuer à apprendre et passer ainsi d'un roman à un autre dans une démarche de progression. Les plus gros romans qu'on connaît, des romanciers à l'heure actuelle qui ont le plus de succès, c'est très, 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 très rarement des premières œuvres. Ce sont des choses, des gens qui ont écrit longtemps, qui ont écrit beaucoup et qui ont fait leur démarche d'apprentissage. Mais c'est vrai qu'en France, on a une culture qui est de dire, bon, ben voilà, je suis un artiste, donc mon travail d'artiste se respecte. Et alors là, je suis tout à fait d'accord. Si vous voulez écrire un livre pour vous en estimant que c'est un travail d'artiste et qu'il n'a pas à être modifié, vous avez raison. Par contre, n'essayez pas de le vendre. Ça, c'est pas compatible. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, il y a aucun jugement de ce côté-là. Tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il veut. Mais c'est pas en écrivant ce que vous voulez, surtout si vous êtes débutant, que vous allez faire des millions. C'est pas possible. Voilà. Absolument. Voilà. Ça, c'est le premier blocage. Edison disait, Edison disait, ouais,
Edison le dit, hein. Edison l'a dit, hein. Le génie, c'est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Ouais. Absolument. Ouais. Absolument. Ouais, c'est ça. Alors, juste pour finir par rapport à ça, c'est justement ce que vraiment le truc que je veux mettre en avant, c'est vous n'avez pas besoin de talent, vous n'avez pas besoin de vous juger, vous avez juste besoin d'avoir envie, d'avoir dans le fond de vos tripes cette envie-là, parce que c'est elle qui va vous amener mais jusqu'au bout du monde, parce que vous allez prendre plaisir en écrivant, vous allez prendre plaisir en voyant votre manuscrit qui grandit, et quand vous le lirez, vous prendrez plaisir à le partager, et vous vous rendrez compte qu'après, vous aurez encore plus de plaisir pour vous lancer dans le deuxième et ainsi progresser. La clé, c'est le plaisir, c'est le désir et le plaisir. On ne fonctionne que comme ça. Voilà. Exactement. Mais c'est comme tout, hein. Je veux dire, si tu n'aimes pas ton boulot, mais arrête, change-en, quoi. Enfin, je veux dire, personne ne t'oblige à te flageller tous les jours, à avoir la boule au ventre le dimanche soir avant de rentrer au boulot, quoi. Donc, c'est moi qui vous remercie. Mais sérieusement, c'est une clé du bonheur dans la vie, simplement de se connecter aux choses qu'on aime et pas s'obliger, quoi. Alors, il y a un temps pour tout, hein. Toute profession, ça s'apprend. Moi, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à vraiment vendre au bout de 2, 3 ans. N'importe quel boulanger, il a passé 3 ans en apprentissage. Donc, comparez pas une activité que vous démarrez avec votre boulot qui paie les factures. C'est toujours pareil. C'est ça justement, c'est ça le deuxième blocage, Lorenzo. Je trouve que tu es parfait dans ta transition. Tu es vraiment un génie de la radio, Lorenzo. Le deuxième blocage, c'est effectivement les gens qui disent je n'ai pas le temps. Et ça peut se comprendre. On a tous des vies de dingue. Des fois, on gère la famille, on gère le boulot, on gère sa vie personnelle, etc. Il y a un point absolument fondamental par rapport à ça, c'est que les gens pensent que c'est une question de temps, alors que c'est pas une question de temps. C'est une question d'une autre ressource qui est par contre, elle, pas limitée. Notre temps, il est limité. On a 24 heures dans une journée, on peut pas en mettre plus. Ça, c'est clair. Par contre, pourquoi, quand vous avez 10 minutes ou 15 minutes, que vous rentrez du boulot ou que vous faites votre pause à 4 heures ou à midi, pourquoi est-ce que vous vous mettez pas à écrire? Mais tout simplement parce que le cerveau, votre cerveau, il va dire à ce moment-là, oh, stop, c'est un temps de repos que je fais là. Hein, c'est part-time, j'ai besoin de repos parce que je suis mort de ma journée. Donc, ce qui vous manque, c'est pas le temps, c'est l'énergie. Et c'est normal quand vous êtes un écrivain débutant, parce qu'attaquer l'écriture, mais tout à fait, attaquer l'écriture au démarrage, ça demande beaucoup de travail au niveau du cerveau. Il faut se mettre dans des conditions, il faut se connecter à l'émotionnel, etc. Et ce qui manque, c'est pas le temps, c'est purement le côté de dire au cerveau, tu sais, cette activité-là va être une activité ludique, va être une activité de repos. Mais elle ne peut pas l'être au démarrage parce qu'elle va vous demander d'enclencher beaucoup de choses qui sont pas encore courantes dans votre cerveau. C'est comme apprendre la musique quand on n'en a jamais fait. Donc, ça demande un petit entraînement.
Pour avoir un peu cette période d'entraînement, il faut que vous puissiez apporter au cerveau quelque chose qui manque dans votre journée quotidienne, c'est de l'énergie. Tout simplement parce que si vous êtes épuisé de votre journée, vous ne pourrez pas demander cet effort supplémentaire à votre cerveau. Et pour avoir de l'énergie, c'est relativement facile pour la majorité des gens. On a entre 80 à 95% de la population française qui ne fait pas assez de sport dans la journée. Si vous faites du sport au moins une demi-heure par jour, vous allez nettoyer votre cerveau des toxines qu'il va accumuler tous les jours, nettoyer votre corps. C'est comme prendre sa douche à l'intérieur. Si vous mettez en place une routine sportive au moins 10 minutes par jour tous les jours et que vous la gardez, c'est-à-dire vous lâchez rien pendant au moins 15 jours, 3 semaines, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir plus d'énergie dans les temps morts que vous avez dans votre journée. C'est à ce moment-là qu'il faut introduire l'écriture. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, garder la routine sportive et garder la routine d'écriture, et bien, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Au bout de 3 à 6 mois, vous ne pourrez plus vous passer d'écrire tous les jours. Et vous aurez le temps pour le faire, tout en ayant en plus beaucoup plus d'énergie pour faire beaucoup plus de choses. Vous dormirez mieux, vous aurez moins d'insomnie, et en plus, vous serez plus efficace dans votre journée. Voilà. Bien sûr. Oui, bien sûr, parce que c'est toujours pareil. Ton cerveau, le matin, il a nettoyé un petit peu les toxines qu'il accumule toute la journée. C'est comme un muscle, hein, le cerveau. Hein. Vous travaillez un muscle, mais le lendemain, vous avez mal parce qu'il y a de l'acide lactique qui s'est accumulé, parce que voilà, il y a eu. Eh bien, le cerveau, c'est pareil. Il y a plein de neurotransmetteurs que vous célébrez dans le cerveau, que vous générez dans le cerveau quand vous travaillez les connexions, quand vous pensez, quand vous réfléchissez, quand vous calculez, etc., quand vous regardez même des choses. Et en fait, tout ça, le cerveau a besoin de s'en libérer. Alors, il s'en libère de 2 façons. Une avec le sport, 2 avec le repos, en dormant. Il bascule sur un réseau de neurones qu'on appelle le réseau par défaut, qui est là justement pour faire le tri dans tout ce qu'on a vu toute la journée, nettoyer tout ça, organiser, oublier beaucoup de choses. Le réseau par défaut sert beaucoup à oublier. Et évidemment, ça permet aussi de nettoyer un petit peu tous les neurotransmetteurs qui sont là en trop. Ce qui fait que quand on se réveille le matin frais et dispo parce qu'on a une bonne nuit de sommeil et qu'on a une bonne alimentation équilibrée, et une routine sportive quotidienne, eh bien, on se réveille bien. Et donc, c'est là où, effectivement, on a plus de rêveries, on a plus d'idées, on a plus d'énergie pour attaquer le matin. Voilà. Après, il y a des personnes qui sont plus productives le soir, mais c'est des personnes qui, en général, ont un sommeil de mauvaise qualité. Voilà. En fait, c'est ça, c'est effectivement le troisième blocage qu'ont la majorité des gens. Là, on est un petit peu plus sur des gens qui ont déjà commencé à écrire, qui parfois ont déjà une routine personnelle et qui pratiquent l'écriture plus ou moins régulièrement. Ces gens-là se retrouvent confrontés à 2 problèmes, soit carrément la page blanche. J'ai commencé, j'ai balancé des trucs et j'ai la page blanche. Soit ces gens-là se retrouvent avec trop d'idées. Ça part dans tous les sens, je sais pas où je vais, et puis je finis au final, c'est un truc, c'est vraiment bizarre, il y en a partout. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est très bien. C'est parce qu'en fait, la créativité et l'émotionnel est très lié à l'inconscient, donc on ne le contrôle pas. C'est un peu, il balance des trucs, il prend, il cache, il camoufle avec la censure. Donc c'est un peu un jeu de cache-cache quand on ne sait pas l'éduquer et quand on ne sait pas travailler avec lui. C'est pour ça que dans la méthode écrire un livre accrocheur, je vous apprends à vous connecter à votre inconscient pour finalement c'est comme un barrage en fait. Hein. Les premiers qui commencent à le mettre en place, qui commencent à aller chercher un peu, creuser un peu dans l'inconscient. Et il y a un moment où arrive le flot qui déborde. Ils écrivent des pages et des pages et des pages et des pages. Ça part dans tous les sens. C'est pas cadré.
Je leur apprends justement à gérer cet émotionnel. Parce qu'une histoire, c'est quoi finalement? Une histoire, c'est des faits qui sont logiques, qui sont dans des liens de causalité, les uns par rapport aux autres, et qui sont complètement emmitouflés dans de l'émotion. Et le lecteur, en fait, il va d'abord prendre consciemment l'émotion, et c'est pour ça qu'il va aimer l'histoire. Il va vouloir se jeter dessus parce qu'on raffole de consommer nos émotions. C'est quelque chose, c'est notre plus grosse drogue. Et une fois qu'il aura consommé l'émotion, c'est son inconscient, en fait, qui va travailler sur les suites logiques qui est à l'intérieur de l'histoire, et c'est là où il va trouver, en fait, son contentement intellectuel, on va dire. Donc, les histoires, elles sont ces deux dimensions. La majorité des gens, en fait, ne perçoivent pas. Soit ils écrivent purement émotionnel et il n'y a pas de suite logique, il n'y a pas de plan, il n'y a rien. Soit au contraire, ils vont sortir tous les faits et comme tu dis, c'est lire un annuaire. C'est à peu près aussi intéressant que ça. Voilà. Voilà. Tout à fait. Voilà. Oui, oui, oui. Et on se fait beaucoup attaquer par rapport à ça aussi. Enfin, moi, en tout cas, sur le net, je me fais beaucoup attaquer par rapport à ça. Déjà parce que je fais des fautes et je le reconnais. Et puis surtout parce que, voilà. Et surtout parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui confondent le fond et la forme. Pour eux, il faut qu'un écrit soit parfait. C'est les mêmes qui ont le syndrome de l'imposteur et qui n'arrivent pas à passer à l'action en se disant j'y arriverai jamais, donc je ne me lance pas là-dedans. Et quand ils voient des gens qui se lancent, en fait, l'énorme frustration qu'ils ont les transforme en haters et ils se mettent à devenir extrêmement agressifs avec les gens en disant c'est pas normal d'entraîner les gens à écrire alors qu'ils ne maîtrisent même pas l'orthographe. Il y a des professions qui sont dédiées à ça. Il y a des gens qu'on appelle des correcteurs qui sont là pour aider les écrivains. Je veux dire, même les plus grands écrivains faisaient des fautes. C'est pas possible d'écrire un roman sans faire de fautes. C'est impossible. Quand on a plus d'1 million de caractères à sortir, c'est obligatoire, surtout quand on est en connexion avec l'inconscient. C'est obligatoire qu'il y ait des coquilles. C'est obligatoire qu'il y ait de la dyslexie. C'est obligatoire qu'il y ait des fautes. C'est obligatoire que des fois il y ait des phrasés qui fonctionnent pas. C'est normal et ça fait partie du travail d'écriture de, dans un deuxième temps, une fois que le manuscrit est sorti, de le corriger, de le relire et de le réécrire et recorriger en permanence. Donc ça, c'est normal. Complètement. On est tout à fait d'accord, c'est un gros travail de fond. Et d'ailleurs, c'est très là où les e-books sont très intéressants parce que les lecteurs peuvent signaler les fautes à l'auteur qui peut après les corriger. Il y a un feedback en permanence avec ses lecteurs, donc ça c'est génial. De dire ah regarde, t'as oublié un S là. Oui oui c'est bon, je le corrige. C'est super. C'est pas, non, c'est pas de la flemme. Et de ce côté-là, moi, je ne condamnerai jamais une personne qui dit, mais j'aimerais écrire, mais je suis trop fatiguée. C'est vraiment de la fatigue psychique. C'est vraiment le cerveau. Non, non, sérieux. C'est vraiment le cerveau qui est fatigué de sa journée. Il y a l'envie qui est là, mais le cerveau, il est tellement plein de mauvaises endorphines, il est tellement plein de choses, de saturation, que c'est beaucoup plus facile de se mettre sur Netflix ou d'écouter de la musique ou de s'abîmer dans n'importe quelle vidéo, des vidéos de chat sur Facebook, que de se remettre dans un processus actif d'écriture. C'est dommage parce que avec le processus d'écriture, on apprend énormément sur soi-même, on dégage les mauvaises émotions et on fait surtout énormément de travail de deuil. C'est pour ça que j'accompagne beaucoup de gens à écrire leur propre histoire. C'est parce que ces gens-là, en exprimant ce qu'ils ont vécu, en général, font ce qu'on appelle un travail d'exutoire, une espèce de catharsis, c'est-à-dire d'exprimer leur propre douleur pour justement arriver à faire ce processus de deuil qui demande de se plonger dans la tristesse et dans la douleur pour pouvoir être dans l'acceptation au final. Et c'est finalement 80-90% des personnes qui viennent me voir et c'est pour ça que je les accompagne, pour ce travail-là, parce qu'il est utilitaire pour elles-mêmes et il a énormément d'utilité pour les gens qui n'osent pas se lancer dedans ou qui n'ont pas les outils pour le faire et qui vont lire ces romans, qui vont être touchés par les histoires et qui vont pleurer en les lisant et qui vont vraiment vivre et ressentir ce que sent le héros. Et ça va les aider également dans ce processus de deuil. Donc en fait, vous lancer dans votre écriture de votre vie, c'est une façon à la fois de vous aider, mais aussi d'aider énormément de monde autour de vous.
Ouais. Mm. Mhm. Ouais, tout à fait. On a effectivement, moi, comme effectivement, je suis un peu visible sur le net par rapport à ça, j'ai énormément de gens qui me contactent par rapport à ça, si je peux pas écrire, etc. C'est pour ça que la formation, elle est associée à une personne, donc un prête-plume, comme tu dis, qui va justement prendre les gens au téléphone et les aider à écrire pour eux, en fait, le livre qu'ils n'arrivent pas à écrire. Donc, on a effectivement, moi, ça me semblait logique de proposer quelque chose. Il y a des correctrices dans la formation, il y a un prête-plume. Il y a énormément d'experts. Il y a en tout 14 experts dans différents domaines qui sont relatifs à ça, qui interviennent dans cette formation, en fait. Voilà. C'est pas que pour elle, en fait. C'est ça qui est incroyable. Je vois les gens qui sont dedans, mais je suis personnellement, enfin, j'ai plusieurs formations en ligne. Je suis personnellement stupéfaite de voir à quel point les gens sont passionnés, restent et attendent avec impatience chacun des contenus. Pour moi, c'est extrêmement touchant. Ça me touche énormément, franchement. Très intéressante comme question, effectivement. Les gens pensent qu'il faut être édité parce qu'ils ont peur de s'attaquer à ce que représente l'édition du livre. C'est-à-dire, ils pensent que j'écris et puis après, c'est l'autre qui va se débrouiller pour en faire un roman et puis pour le présenter à tout le monde. C'est une erreur fondamentale. En fait, ça se fonctionne plus comme ça, comme on l'a dit au début de l'interview. Ça dépend vraiment de vos objectifs. Il y a des gens qui veulent passer la porte des grandes maisons d'édition et c'est tout à fait légitime pour eux. Il faut qu'ils sachent que le succès de leur bouquin ne sera pas dépendant en fait de la qualité du livre, ça sera bien dépendant des efforts marketing qui sont faits derrière. Il y a des gens qui attaquent ça tout seuls en auto-édition sur les plateformes qui permettent de le faire et c'est tout à fait remarquable. Ils font un travail en général extrêmement professionnel. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous êtes libre et indépendant. Enfin, du moins, vous êtes dépendant des GAFA, dépendant d'Amazon. Ça, par contre, effectivement, il y a un biais qui est assez important. Et après, il y a d'autres pratiques qui sont un peu plus confidentielles et que moi, j'encourage énormément mes auteurs à faire, qui leur permettent d'être à la fois indépendants des éditeurs traditionnels et indépendants des GAFA, d'Amazon en particulier. Au contraire, de les exploiter et de les utiliser à leur profit plutôt qu'être exploités par eux. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, alors, les éditeurs traditionnels donnent en général 8,5% de droits à leurs auteurs. 8,5%, ça fait vraiment pas beaucoup sur un livre qui est vendu
entre 2 et 3 euros au format numérique et peut-être 10 ou 15 euros en format papier. Il faut en vendre énormément pour faire un salaire. Les GAFA font beaucoup plus. Amazon nous propose 70% de droits d'auteur, ce qui est énorme. Oui. Oui. Apple. Voilà. C'est les grandes multinationales du web qui, effectivement, pour les auteurs auto-édités, Amazon est un incontournable. Ils permettent effectivement de créer le livre et de le mettre sur Amazon, c'est-à-dire d'avoir des millions de lecteurs. Et ça, c'est la théorie. La pratique, en fait, c'est qu'au final, en fait, Internet, c'est toujours pareil. On dit, je mets mon livre sur Internet et il va se vendre tout seul. C'est faux. On est bloqué par des bulles de filtre. Facebook, Amazon, Google, YouTube. Il y a la culture du like qui fait que chaque personne ne va voir toujours que les mêmes contenus. C'est pas du tout dépendant des algorithmes. Simplement, l'algorithme vous présente ce que vous aimez le plus. Mais il va pas vous présenter de nouveautés parce que très peu de gens aiment sortir de leur charentaise et très peu de gens aiment aller vers la nouveauté. C'est pour ça qu'il faut être un expert du web pour être un bon vendeur de livres parce qu'à partir du moment où vous savez ça, et à partir du moment où vous savez les choses qu'il faut mettre en application pour justement casser les bulles de filtre et être visible par le plus grand monde, ben si vous exploitez ça, votre livre, il va être vendu. Et il va être vendu beaucoup plus qu'un livre qui sera bien meilleur, mais qui sera été juste posé sur Amazon, par exemple. Ou juste donné à un éditeur qui fera une petite promotion et qui n'aura pas les moyens de faire une grosse promotion pour un auteur débutant. Voilà. Aujourd'hui, avant de passer à la lunette des questions, Lorenzo t'ouvre son réseau pour te faciliter la réussite de ton projet. En direct, donc, dans l'organisation de Pénalon, Ah ouais, ah mince, je voulais prendre le 58. Allez, on va prendre... Non! Allez, on va commencer par le 4 pour rire. Le 4. Alors là, quel est ton pire échec? C'est une question obligatoire. Ah! Quel est ton pire échec? Alors, mon pire échec, j'étais dans la cour de l'école. Figure-toi que c'est un échec qui m'a transformée fondamentalement. J'étais dans la cour de l'école et j'avais 12 ans, si je me rappelle bien. Et il y avait un jeune homme qui s'appelait Olivier et qui me plaisait énormément et à qui j'avais une furieuse envie d'aller parler. Et à l'époque, en fait, j'étais extrêmement timide. Oui, je sais, ça se voit pas beaucoup. Et j'étais quelqu'un de totalement introverti, complètement isolé dans mes classes et vraiment à part. Et donc à un moment, voilà, je rêvais de pouvoir lui parler. Et en fait, il s'est avéré qu'un jour, je me suis retrouvée à côté de lui dans la cour de l'école. Et il y a eu cet instant terrible où j'avais juste à me tourner et à dire une phrase. Et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Ça a été terrible. J'ai passé plusieurs longues minutes à me dire mais qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et il s'est levé et il est parti. Et je n'ai plus jamais eu l'occasion de lui parler. Et à partir de ce moment précis, ça m'a vraiment détruit le moral. À partir de ce moment précis, je me suis fait la promesse que chaque fois qu'il y aurait une personne qui me fait peur, eh ben, j'irai lui parler, j'irai lui serrer la main et j'irai discuter avec lui. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai mis en application, qui m'a amené à faire des rencontres exceptionnelles, en particulier Laurent Chenot, qui m'a beaucoup aidé pour me développer dans beaucoup de dimensions. Et du coup, en fait, je continue à le faire. Tu vois, pas plus tard que la semaine dernière, je suis allée voir en concert des groupes de métal avec parmi les plus grands guitaristes et chanteurs du monde, et je suis allée leur serrer la main et leur parler directement et leur dire à quel point je trouvais leur travail. C'est exactement ça en fait, c'est de ne pas laisser la peur se verrouiller. Alors, je vais être honnête, hein, si vous mettez en place cette pratique, il y a des moments où vous allez avancer vers les gens, dire n'importe quoi, être rouge, bafouiller, être ridicule, et ça donnera rien. Mais c'est pas grave, même si ça donne rien, vous aurez été content d'avoir fait cette victoire sur vous-même. Et l'écriture, c'est ça aussi en fait, c'est aller chercher le héros qu'on a à l'intérieur de soi, c'est aller chercher et lui laisser le champ libre. À un moment, lui dire, ok, c'est toi qui prends les rênes, c'est toi qui
la plus grande dimension de moi, la version la plus brillante, la plus exceptionnelle. Et je te laisse le faire. Et il faut se faire confiance, il faut faire confiance aux événements. Et même si on se ramasse, c'est pas grave. Au moins, on n'aura pas de regret. Voilà. Complètement. Ouais. Complètement. C'est ce que je fais faire à mes auteurs. Une des parties fondamentales de la création dans écrire un livre accrocheur, c'est la création de leur légende personnelle, c'est-à-dire d'aller chercher l'image auteur exceptionnelle qu'ils ont l'ambition de devenir dans 10 ou 15 ans et de la nourrir et de la créer et de la faire exister et finalement d'exister à travers elle. C'est un peu le fake it till you make it des startups. Et voilà. Et par rapport à ça, je dirais aussi, il y a le principe des bébés tortues qu'il faut jamais perdre de vue. Les tortues, elles vont sur la plage et elles pondent 25 000 œufs. Et elles pensent que sur 25 000 œufs, il y en aura peut-être une dizaine ou une vingtaine qui va arriver à atteindre l'océan. Eh bien, pondez 25 000 œufs. Ne mettez pas un seul œuf en disant « Ouais, je vais y arriver avec cet œuf-là ». Ben non, c'est un seul. Donc, chaque fois que vous faites quelque chose, il faut le faire à version 25 000 fois. Aussi, c'est ça. Quand la nature utilise quelque chose, c'est ça, c'est ça. Et quand la nature utilise quelque chose et qu'elle met beaucoup de monde dans ces choses-là, c'est qu'il y a une logique au fait de faire beaucoup de tentatives pour qu'il y en ait une qui réussisse. Alors, si c'est une question à la con, je vais dire le numéro 13. Ouh, c'est que j'en ai lu tellement. Traumatisé dans quel sens Non, non, pas exactement. J'étais une grande fan de Stephen King il y a quelques années. J'en lisais énormément, mais j'ai jamais eu vraiment de grosses terreurs. Alors si, ouais. Alors en film, oui, par contre, il y en a énormément. Ça c'est clair. Mais sinon, en livre, il y en avait un, mais j'étais très jeune. Je crois que j'avais 7 ans et j'avais lu dans la collection de la Bibliothèque verte Le Fantôme de l'étalon noir. J'étais une grande fan de l'étalon noir. J'adore les chevaux. Et le fantôme de l'étalon noir se passe dans les marais, dans le bayou en Louisiane. Et celui-là, il m'avait vraiment fait peur parce qu'il y avait un vrai fantôme. Mais sinon, voilà, en termes de film, de ce côté-là, je suis pas du tout une référence. Moi, je suis quelqu'un qui pleure devant les pubs. Je suis extrêmement émotionnelle, donc j'ai une capacité à m'immerger dans les films beaucoup trop importante. Je ne peux pas regarder un film d'horreur. Par exemple, le dernier que j'ai vu en date, c'était, je crois que c'est Sunshine, un film de Danny Boyle, il me semble, où ils vont faire une expédition dans le soleil. Ils tombent à un moment dans un vaisseau plus ou moins épave, plus ou moins fantôme, et il y a en fait des images subliminales. J'ai passé 8 jours dans ce vaisseau, toutes les nuits. Chaque fois que je m'endormais, j'étais dans ce vaisseau-là avec cette espèce de monstre qui essaye de tuer tout le monde. Donc, de ce côté-là, je suis trop sensible, on va dire. Voilà. Alors déjà,
je vais leur apprendre en fait la structure de base, soit une microstructure, soit une structure un peu plus sophistiquée, pour à chaque fois systématiquement écrire une histoire qui fonctionne, que ce soit d'un point de vue émotionnel, mais surtout d'un point de vue rationnel. Donc, il y a vraiment ces deux dimensions-là. Donc, on va faire une partie de la masterclass là-dessus. Et pour moi, en fait, mon topic, c'est vraiment redonner de la valeur aux auteurs, faire que leurs écrits ne soient plus vains, faire que les gens prennent à leur juste mesure ce qu'ils ont à offrir. Et ça, effectivement, ça passe par des outils et des stratégies que je vais vous offrir dans cette masterclass. Voilà. Alors, je vais reprendre le conseil que m'a donné Laurent Chenot il y a des années de ça, et je vais vous le partager parce que je pense que c'est la chose qui a le plus changé ma vie, et dans toutes les dimensions. Je pense que si j'avais pas eu ce conseil-là, je serais probablement jamais devenue maman, j'aurais jamais créé d'entreprise, et je serais toujours à l'heure actuelle au même point dans lequel j'étais il y a 15 ans de ça. Vous avez en vous une particule de Dieu, vous avez en vous quelque chose, un espace de lumière qui ne demande qu'à vivre et qui vous fait vibrer de l'intérieur. Connectez-vous à ça et travaillez dessus tous les jours. Laissez-le s'exprimer. Continuez tous les jours à lui laisser un petit espace de votre vie. Plutôt que avoir des frustrations et vous dire il faudrait que, faites-le. D'accord? Juste tous les jours, faites-le. Et vous allez vous rendre compte que dans peut-être 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, cette chose-là aura pris une ampleur exceptionnelle et votre vie aura changé. C'est moi qui te remercie. C'est ça. Je mets avec toi aussi, Lorenzo, et avec tout le monde. Hein. C'est clair. Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du